Ce matin-là, tout semblait ordinaire à l'aéroport jusqu'à ce que 14 chiens policiers, parfaitement dressés, brisent leur formation et encerclent une petite fille en silence. Aucun ordre ne les arrêtait, aucun geste ne les distrayait. Leurs regards étaient fixés non pas sur une menace visible, mais sur ce qu'ils seuls pouvaient sentir. Était-elle en danger? Était-elle le danger? Et pourquoi ce vieux nounours déclenchait-il une réaction si extrême? Ce que les chiens ont révélé ensuite a glacé le sang de toute une nation. Restez avec nous car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le hall de l'aéroport baignait dans une lumière dorée tamisée par les grandes vitres qui donnaient sur le tarmac. Les roues des valises glissaient sur le sol brillant. Les annonces résonnaient dans les haut-parleurs avec cette neutralité presque rassurante et les voix se mêlaient en fond, créant une toile sonore familière. C'était une matinée comme tant d'autres. Ordinaire, calme, presque prévisible, le capitaine Mathieu Delcourt marchait d'un pas assuré le long du terminal, l'uniforme impeccable, les yeux attentifs. À ses côtés, son unité cynophile. 14 bergers allemands, parfaitement dressés, formaient une colonne disciplinée. Chacun connaissait sa place, chacun savait ce qu'il devait sentir, observer, ignorer. Mathieu ne laissait rien au hasard. Ancien militaire, regard perçant, geste calme, il avait appris à lire les signes invisibles bien avant qu'un danger n'apparaisse. Ce matin-là, son équipe devait sécuriser les lieux avant l'arrivée d'une délégation gouvernementale. Contrôle de routine, rien de plus, et pourtant. Bruno, son chien de tête, ralentit légèrement, à peine perceptible, une oreille qui se redresse, une narine qui frissonne, un souffle plus court. Mathieu sentit, sans vraiment comprendre, une tension traverser la laisse, un frémissement, un écho. Il jeta un regard vers son compagnon à quatre pattes. « Tout va bien, mon grand ?» Bruno ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de mots, ses yeux restaient fixés quelque part au loin. Mathieu suivit brièvement la direction de son regard, mais ne vit rien de particulier. Juste des voyageurs, des rires, des pas pressés. Alors il reprit sa marche, le cœur tranquille, sans savoir que dans quelques minutes à peine, le calme apparent de ce matin-là volerait en éclats. Et que Bruno avait déjà compris ce que personne d'autre ne pouvait encore sentir. Un peu plus loin, près d'un chariot à bagages abandonné, quelque chose attira l'attention de Mathieu, une toute petite silhouette, une enfant, 4, peut-être 5 ans, debout, immobile, comme figée dans le mouvement général du terminal, une veste rose, trop vive dans ce décor métallique. Dans ses mains, un vieux ours en peluche élimé, recousu par endroits, serré si fort que ses doigts en étaient blanchis. Elle ne pleurait pas, elle ne cherchait pas à appeler quelqu'un, elle ne semblait même pas perdue, juste absente. Quelques passagers aperçurent la scène et échangèrent des sourires attendris. Une enfant seule, bientôt retrouvée, pensa-t-on. Certains se rapprochèrent légèrement, amusés de voir les chiens avancer dans sa direction, queue basse, pas feutrée, une image presque tendre, mais Bruno ralentit encore, puis il s'arrêta net. Dans l'instant qui suivit, les autres chiens, un par un, imitèrent ce même arrêt précis, comme si un signal muet avait traversé la meute. L'air semblait changer, devenir plus dense, plus froid, comme avant un orage que l'on sent mais que l'on ne voit pas encore. Mathieu s'approcha doucement de l'enfant, le cœur serré par une inquiétude qu'il ne s'expliquait pas. « Bonjour petite, tu es perdue? Où sont tes parents ?» Aucun mot ne sortit. La fillette leva seulement ses yeux clairs vers lui, un regard vide, profond, si étrange qu'il en eut un frisson. Pas de larmes, pas de tremblement, juste un silence qui n'avait rien d'un simple silence d'enfant. Derrière lui, un murmure presque imperceptible. Les muscles des chiens se tendirent. Les postures changèrent. Un cercle commençait déjà à se dessiner, instinctif, protecteur, inexpliqué. Sans qu'il ne puisse encore comprendre pourquoi, Mathieu sentit que quelque chose ici n'avait rien d'ordinaire. Bruno émit un grondement sourd, profond, presque guttural. Ce son, Mathieu le connaissait, ce n'était ni de l'agression ni de la peur, c'était un avertissement, un signal d'alerte que seul un chien pouvait comprendre. Et l'instant d'après, comme mus par un même souffle invisible, les 14 chiens de l'unité se déplacèrent lentement, silencieux.
délibéré. Leurs corps formèrent un arc, puis un cercle complet autour de la fillette, elle, toujours immobile, l'ours dans les bras, les yeux grands ouverts. Les voyageurs s'arrêtèrent, net. Certains reculaient, d'autres levaient leur téléphone. Une main coupa le bruit, un agent de sécurité ordonna de ne plus avancer, mais tout le monde sentait la tension. Elle était presque palpable. Comme suspendu dans l'air, Mathieu fronça les sourcils. « Restez en position !» cria-t-il à ses hommes, puis d'une voix plus basse tenta un rappel. « Bruno, au pied !» Rien, pas un seul chien ne bougea. Ils n'encerclaient pas pour attaquer, ils encerclaient pour isoler, pour bloquer, pour protéger. Les regards des chiens n'étaient pas tournés vers l'extérieur, mais tous, sans exception, fixaient le centre, la petite, ou plutôt le jouet qu'elle serrait, l'ours. Mathieu sentit sa main se rapprocher lentement de sa ceinture. Son pouce effleura la tache de son holster, il ne voulait pas y croire. Mais l'instinct de ces chiens ne mentait jamais. Autour de lui, le silence s'était épaissi. Le monde semblait retenir son souffle, les battements de cœur s'accéléraient, imperceptibles mais universels. Quelque chose d'invisible était là, quelque chose que seuls eux, les chiens, semblaient capables de percevoir, et leur message était clair, n'approchez pas. Tout se passa en une fraction de seconde. Sans prévenir, Bruno bondit en avant, mais pas vers l'enfant. Son corps fendit l'air directement vers l'ours en peluche. Les crocs ne se fermèrent pas, il ne mordit pas. Il tenta simplement de l'arracher, de le séparer d'elle. La panique éclata aussitôt. Des cris fusèrent, des pas résonnèrent, des valises tombèrent au sol, des familles coururent dans des directions opposées. Les alarmes de sécurité se mirent à hurler au-dessus de leur tête, rendant chaque son plus aigu, plus désordonné, plus terrible. Mathieu, lui, se plaça instantanément entre la fillette et la foule affolée, bras levés, regard vif. Il cherchait l'origine du danger, quelque chose, n'importe quoi, qui justifierait une telle réaction. Son souffle devint court, ce n'était pas la petite que Bruno visait, c'était cet ours. Ce jouet si banal, si innocent, serré contre elle comme une bouée. Le regard du chien s'y fixait avec une intensité presque douloureuse. Un technicien en uniforme approcha, scanner portable en main. Il passa lentement l'appareil près de la peluche. Un bip aigu retentit, un son clair, glaçant qui coupa le tumulte comme une lame. Un objet métallique. À l'intérieur, Mathieu sentit son ventre se contracter. La fillette murmura soudain d'une voix minuscule, comme un secret trop lourd pour son âge. « C'est papa qui me l'a donné, puis un monsieur l'a réparé. » Un froid traversa l'échine de Mathieu. Réparé? Qui? Quand? Pourquoi? Les ordres fusèrent. Appel d'unité de déminage, fermeture immédiate des portes, confinement total de la zone. Les lumières d'urgence clignotèrent, rouge, blanc, rouge, comme un pouls affolé. Tout le monde reculait, excepté les chiens. Ils restaient immobiles, fixés, gardien silencieux, un jouet, un secret, une menace invisible, mais personne ne savait encore ce qui dormait exactement à l'intérieur. Une voix fendit soudain l'agitation. Un cri brut, déchirant. « Lily !» Tous les regards se tournèrent. Une femme se frayait un chemin entre les agents de sécurité, les bras tendus, les cheveux en désordre, le visage ravagé par l'angoisse. Elle courait sans s'arrêter, ignorant les injonctions, les ordres, les bras qui tentaient de la retenir. « Ma fille, laissez-moi passer, c'est ma fille !» La fillette leva les yeux et pour la première fois depuis le début, ses lèvres tremblèrent. « Maman !» Le son était si petit, si fragile, mais il fit vaciller l'air autour d'eux. Bruno se tendit, prêt à réagir, les autres chiens aussi, puis, dans un silence pesant, ils s'écartèrent lentement. Non par obéissance, mais comme s'ils avaient reconnu en cette femme quelque chose de pur, d'innocent. Bruno abaissa même la tête. Humblement, la mère s'effondra à genoux, serrant sa fille contre elle avec une force presque animale. Des larmes ruisselaient, des sanglots brisaient sa voix. Mais l'instant n'avait rien de paisible. Mathieu s'approcha doucement, gardant les distances. « Madame, nous avons besoin de comprendre. » La femme hocha la tête, tentant de reprendre son souffle. « Mon mari était ingénieur dans la défense, projet classé. Il a disparu il y a 2 mois. Ils ont dit que c'était un accident. Je n'y ai jamais cru. » Elle posa les yeux sur l'ours. On a commencé à nous suivre. Je pensais devenir paranoïaque. Je ne savais pas qu'il utilisait ma fille. Sa voix se brisa. Elle serra l'enfant plus fort, comme si le monde entier pouvait encore tenter de la lui arracher.
Bruno se redressa d'un coup, ses yeux fixaient la baie vitrée du terminal au-delà des pistes, vers une zone que personne ne regardait. Là, stationnée à distance, presque camouflée dans le brouillard du matin, une fourgonnette noire, moteur encore allumé, vitres teintées, immobile mais pas inoffensive. Mathieu suivit le regard de son chien. Il sentit aussitôt son rythme cardiaque changer. « Regarde-moi ça !» À cet instant précis, comme si elle avait senti qu'elle était repérée, la fourgonnette démarra en trombe, les pneus crissèrent, la silhouette sombre disparut dans les allées de service, longeant la clôture extérieure. Contrôle, ici, unité Sino. Véhicule suspect fuyant la zone sud, besoin d'unité tactique en interception. Les chiens aboyèrent violemment, en meute, pas un aboiement de panique, un signal de poursuite, de traque. Leur instinct venait de s'aligner sur une cible. Quelques minutes plus tard, le véhicule fut stoppé de force près du grillage technique, 2 hommes extraits sans ménagement. Le silence tomba brièvement, à l'arrière de la fourgonnette, des valises blindées. À l'intérieur, des disques durs, des passeports étrangers, des photos, des dizaines de photos. La fillette, sa mère, dans plusieurs pays, aéroports, parcs, écoles. Il les avait suivis depuis des semaines et dans l'un des rapports interceptés, une note, objet transmis via peluche, signal actif. Mathieu comprit alors, ce n'était jamais la petite fille qu'il visait, c'était les lieux où elle allait, les gens qu'elle approchait, et tout ce temps, elle portait sur elle une balise, inoffensive en apparence, mortelle par intention. Alors que les techniciens fouillaient encore la fourgonnette, Bruno tourna brusquement la tête vers l'intérieur du terminal, son corps se tendit. Il fit 2 pas en avant, museau levé, oreilles frémissantes, pas vers la porte, pas vers les suspects, vers un sac abandonné. Petit, discret, posé près d'un banc en zone d'attente, un simple sac d'entretien marqué maintenance. Presque invisible dans le chaos, Bruno aboya. Un seul aboiement, tranchant, grave, comme un coup de tonnerre. Mathieu n'hésita pas une seconde. Équipe EOD en urgence. Objet suspect localisé, terminal intérieur, secteur B. Un des mineurs arriva en courant, scanner déjà allumé. Il balaya l'extérieur du sac. Le bip fut immédiat. Aigu, insistant. L'écran s'illumina en rouge, résidu d'explosifs détectés, pas une balise, pas un traceur, une bombe. La peluche n'était qu'un leurre, une distraction. Le vrai danger était ici. Évacuation totale du terminal tout de suite, hurla Mathieu. Les chiens prirent position, guidant la foule avec une précision militaire. Aucun mouvement inutile, aucun cri de panique, juste une mécanique bien huilée, rodée à l'urgence. Les minutes devinrent longues. Très longue. Le technicien s'agenouilla près du sac, gants, pinces, silence absolu. Dispositif actif, temporisé, il restait moins de 5 minutes. Mathieu sentit son sang se glacer. Et s'il ne l'avait pas vu, et si Bruno n'avait pas réagi, il n'y aurait plus de terminal. Lorsque le technicien désactiva enfin le cœur du dispositif, un soupir collectif s'éleva, un mélange de soulagement et d'effroi. Bruno, lui, restait debout, le regard toujours fixé sur la zone, ses muscles encore tendus, puis lentement, il relâcha ses épaules. Un dernier grondement rauque s'échappa de sa gorge comme un écho, comme un adieu au danger. Une semaine plus tard, l'aéroport avait retrouvé son calme, mais dehors, le monde, lui, n'avait pas oublié les images filmées par les passagers, 14 chiens encerclant une petite fille, la protégeant comme un trésor, avaient fait le tour des écrans. Télévision, réseaux sociaux, journaux, des millions de vues. Des titres émouvants, des commentaires venus de toute l'Europe. On parlait de courage, d'instinct, de miracle. Mais dans une chambre d'hôpital discrète, loin des caméras, une scène bien plus simple se jouait. Bruno entra doucement, sans un bruit, et dès qu'elle le vit, la fillette sauta du lit, pieds nus sur le sol froid, pour courir vers lui. Elle se jeta contre lui avec un rire léger, presque un souffle. Il posa la tête sur ses genoux, yeux mi-clos. Apaisée, elle lui murmura, tout bas, dans un sourire: « Tu es mon ange !» Mathieu Delcourt regardait la scène depuis le seuil de la porte, bras croisés sur la poitrine, les yeux brillants. Plus tard dans la journée, il reçut une lettre manuscrite de la mère. « Vous n'avez pas seulement sauvé nos vies, vous nous avez rendu notre avenir. » Le soir, dans le silence retrouvé du terminal vide,
Mathieu s'était assis sur un banc face aux pistes. Bruno, allongé à ses pieds, observait les avions décoller sans un son. Les moteurs grondaient au loin, mais tout semblait paisible. Un instant suspendu, une histoire terminée, ou presque, parce que parfois les vrais héros ne portent ni cape ni uniforme. Parfois ils marchent simplement à quatre pattes, guidés par quelque chose que nous, humains, ne sentons pas toujours. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, partager et pourquoi pas vous abonner. Les héros silencieux méritent d'être entendus.